Je m'appelle Maxime, je suis consultant data, mais surtout IA chez OnePoint. Et je travaille beaucoup avec Google Cloud depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui, on a avec nous Clément qui va nous parler des fondations d'un futur intelligent en France, avec Google. Et du coup, Clément, toi, tu as fait à peu près 15 ans de conseil en entreprise autour de toutes les transformations technologiques. Et maintenant, tu travailles chez Google Cloud France. Paris. Pareil. Et du coup, sur tout ce qui est intelligence artificielle et ses fondations. Voilà. Merci. Donc moi, je suis Clément, je travaille chez Google Cloud. Quelques collègues de Google Cloud qui sont avec moi. On a 40 minutes, j'ai beaucoup de choses à raconter, sûrement beaucoup trop par rapport au timing. Donc on va prendre 40 minutes, puis 5 minutes de questions-réponses, puis peut-être plus après. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter la vision de Google autour des fondations Data IA. Ah, salut. Prends place. Je voulais pas parler techno tout de suite, je voulais parler quand même valeur, le pourquoi on fait tout ça. C'est très important. Donc, pour le coup, je vais prendre l'exemple du secteur financier. Qui travaille dans le secteur financier J'aurais bien aimé la majorité, mais pas totalement. Bref. J'ai pris l'exemple parce que chez Google Cloud, 60% de mon temps, c'est des clients finance. Et je pense que c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire. Après, ce que je vais dire s'applique à tous les secteurs. Donc voilà. J'ai pris l'exemple d'Eric, mon banquier du futur, qui est responsable de la transformation. Et Eric se pose des questions. Et la première, c'est les questions autour de la valeur. C'est est-ce que la data et l'IA sont-ils des leviers pour la transformation de son métier? Donc, le point de vue qu'on a chez Google Cloud, c'est slide le plus touffu, je me rends compte qu'il est touffu, c'est, oui, la data IA, ça reste au cœur de la transformation de secteur banque. Donc si on prend l'ambition d'une banque de demain, voire même d'aujourd'hui, c'est quoi? Si on simplifie, le message c'est, je veux simplifier la relation avec mon client, avoir un conseil qui est percutant, personnalisé, sans couture, ainsi de suite. Et ça s'applique vers 3 grands pans de transformation qui, par ailleurs, ça s'applique aussi au retail, à l'industrie. Déjà, je veux améliorer l'expérience avec mon client. Concrètement, c'est quoi? C'est mieux le connaître ses moments de vie, suivre ses points de contact, avoir des connexions entre les différents profils du client, après avoir des interactions personnalisées. Ça, c'est très important, c'est que je veux avoir une relation avec la banque, avec l'assurance, qui devient de plus en plus personnelle. Donc ça, c'est des interactions multimodales, c'est des relations en langage naturel, des recommandations commerciales personnalisées, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est optimiser mes back-office. Si je veux une relation simple, c'est aussi une relation sans couture. Sans couture, ça veut dire que les interactions que j'ai avec ma banque ne durent pas 6 semaines, 7 semaines. Il faut que ça soit immédiat. Et pour ça, il faut que je simplifie les actes complexes. Les actes complexes, c'est de la recherche documentaire, c'est de la validation de KYC, c'est de la préparation d'accords pour qu'on fait du crédit, et ainsi de suite. Et puis, si je veux être une banque ou une assurance qui optimum, en fin de compte, je veux aussi amplifier la maîtrise de mon risque. Le risque, c'est quoi? C'est la lutte contre le blanchiment, la lutte contre la fraude, les prévisions quand je fais de l'assurance, les scores de crédit. Tout ça, je veux maîtriser, en fin de compte, le risque. Et donc, amplifier les données nécessaires pour améliorer ce risque. Donc, si je prends tous ces cas d'usage là qui sont en bas, à la fin, tous ces cas d'usage là qui vont permettre de servir mon besoin de simplification de la relation bancaire, c'est des besoins que vous faites avec de la donnée. Inévitablement, si j'ai pas la donnée, j'y arrive pas. La donnée, c'est quoi? La donnée client, référentiel produit, données assurantielles, données de paiement, même données géographiques dans certains cas. Il me faut de la donnée. Donc à la fin, on est tous convaincus, et je prends des stats de McKinsey qui me disent, voilà, à l'avenir, le potentiel de l'AI, et GenAI compris, c'est 1200 milliards de dollars sur le secteur banque assurance. Mais à vrai dire, le chiffre, ça aurait été 2000 milliards, vous auriez dit très bien. Ce qui est intéressant, c'est la répartition. On dit que l'IA générative, c'est la vague qu'on a depuis 1 an et demi, elle drive le truc. C'est vrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'inverse. C'est de se dire que voilà, vous êtes un secteur, et ça s'applique à n'importe quel secteur. L'IA, la data, c'est pas que l'IA générative. C'est 30%, et c'est très important, on en parlera après. Mais les 70% restants, c'est quoi? On a 40%, c'est du pilotage classique. C'est savoir accéder à mes données, faire des tableaux de bord, savoir ce que je vends, savoir connaître mes prévisions. Après, c'est l'IA dit prédictif déterministe. C'est des modèles qui sont faits sur mes propres règles de gestion, mes propres données, qui vont servir mes processus cœur de métier. Donc,
Pour en venir à mon cas de la transformation de la banque, voilà, l'IA globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même tout ça. Tout ça. Et on voulait vous illustrer avec Guillaume, là, responsable finance, ce qu'on fait avec nos clients aujourd'hui en France. Les expérimentations et mises en production de GenAI, très concrètes, c'est celle-ci. Une des plus simples, c'est on met du search intelligent sur l'espace web et mobile. C'est j'ai des questions. On le fait en ce moment avec BPCE. Je scanne mon site web, je scanne le contenu, la FAQ, et je permets aux clients d'interagir simplement en posant des questions en langage naturel avec des réponses en langage naturel. On a la même chose sur la souscription avec le LCL, j'ai des images juste après. On a dialogue sur les conditions tarifaires. Beaucoup de clients disent « Ouais, mes conditions tarifaires, elles font 45 pages. » C'est vrai, ça peut être un peu touffu. Comment je pourrais avoir un dialogue assez simple dessus? Donc ça, c'est des choses qu'on fait assez pratiques. Après, j'ai un autre client qui a des bases de connaissances très complexes. Je vous donnerai les noms des clients en off. Et en fait, ils ont pas mal de prestataires qui font du SAV sur voilà, comment changer, renouveler une carte de crédit, comment renouveler un chéquier, tout ça. Tout ça est sous forme de processus dans des slides, et ils utilisent nos technologies pour faire de l'OCR et du langage naturel sur ces processus-là et donner une réponse toute simple au conseiller qui va conseiller le client. Après, on a aussi les call centers intelligents où on va délester le maximum de calls pour envoyer à l'opérateur que les calls à valeur ajoutée. Et là, on a le plus de, on va dire, je sais pas le mot, de valeur immédiate, c'est sur la classification. Email, réclamation, feedback, ça c'est un driver clé. On reçoit des réclamations, on les analyse, fait analyse sémantique, analyse de sentiments, on les classifie, on fait des réponses automatiques. Ça, on le fait avec AG2R La Mondiale, on l'a fait aussi avec la Massif, si je ne me trompe pas. Réaction automatisée de compte rendu des assemblées générales. On a pas mal de mutuelles qui ont des sociétaires et pas mal d'assemblées générales, donc on fait des comptes rendus. Et puis, tout ce qui est back-office, on fait des expérimentations sur le crédit immobilier. Je vais vous l'expliquer juste après, aussi sur l'analyse de sinistres. Voilà. Et un autre point sur tout ce qui est banque d'investissement, on a aussi pas mal de demandes pour... je veux analyser les larges corpus sur mes contreparties. Je dois investir dans telle et telle entreprise, quel est son chiffre d'affaires sur tel secteur, et ainsi de suite. Là aussi, je vous montrerai après. Des illustrations, je vais aller très vite, je ne vais pas passer les vidéos. Et si vous voulez, on a fait ça avec le LCL sur la mise en relation des clients, comment le client chatte avec ce conseiller qui est un conseiller virtuel qui peut lire automatiquement les documents et ainsi de suite. Encore une fois, toutes les démos, je peux les faire après, en off. Voilà. Je vais aller très vite. C'était juste pour vous illustrer que c'était possible. Qu'est-ce que j'ai après? J'en ai une qui est très sympa et que je vais vous illustrer aussi. Je vais illustrer sur le slide d'après. Je mets un crédit immobilier à droite, en haut à droite, et j'ai un collaborateur. J'ai fait ça pour le Crédit Agricole Île-de-France quand ils sont venus. J'ai une offre de crédit, j'ai un client qui demande un déblocage des fonds parce qu'il a fait des travaux. Et en fin de compte, je vais demander à notre IA génératif, qui s'appelle Gemini, de préanalyser les deux documents. J'ai une demande de déblocage de fonds plus une offre de prêt. Est-ce que tu accorderais ce déblocage de fonds? Donc il va regarder la facture qui concerne les travaux. Il va regarder les différentes informations qu'il y a dans l'offre de prêt. Et il va vérifier si les lieux des travaux, c'est la même adresse que le prêt. Si le montant des travaux est inclus dans le montant que le prêt peut accorder. Il va vérifier si l'objet des travaux est lié à de la rénovation, et ainsi de suite. Je ferai la démo après, en off, mais tout ça pour vous illustrer que c'est des choses qu'on fait et qui illustrent mon message qui est juste après, normalement, si tout marche bien. Voilà. La même chose sur les sinistres aussi, je le ferai après. C'est que GenAI, pour nous, Google Cloud, a une vraie valeur quand on rentre dans le processus métier. C'est vraiment important parce on l'a démontré que quand on rentre dans le processus métier, on peut analyser plus de sources de données hétérogènes, intégrer plus de data en amont, et donc de fait réduire les tâches répétitives et automatiser le plus possible. Et là, avec OnePoint ou d'autres partenaires, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les process, et on regarde qu'on peut mettre de l'IGN dedans, et voilà. Et ça s'applique à n'importe quel cœur de métier pour le coup. Voilà. Donc là, si je reprends l'exemple de Eric, mon responsable de la Banque du Futur, il est convaincu, ses business sont convaincus qu'il y a de la valeur, et on est là aujourd'hui pour parler technologie, pour parler fondations. Quelles sont les fondations pour passer à l'échelle? Donc chez Google Cloud, c'est très important. Google Cloud est donc, si vous ne le savez pas, le cloud de Google. Hein, et on est né de la data et de l'IA. Google, c'est son ADN.
Et on a une vision assez précise. Il y a un petit chiffre que j'aime bien, je le trouve un peu faible pour le coup, c'est que 19% des comptes, des clients, considèrent qu'ils n'utilisent pas au maximum leurs données pour en tirer de la valeur. Alors, est-ce que c'est 19, 20 ou 30 ? Mais l'ordre de grandeur est intéressant. Et pourquoi ? Et en fin de compte, le problème est toujours le même. Ça fait 15 ans que je travaille, et ça fait 10 ans que je fais du big data, et c'est toujours le même problème, on peine à accéder aux données. J'ai fait 5 expérimentations de GenAI les 3 derniers mois. À chaque fois, on n'avait pas la donnée, il fallait l'extraire d'un système, la mettre quelque part, faire tourner le moteur, remettre la donnée quelque part, et la remettre dans l'outil qui faisait les tableaux de bord. On a passé plus de temps à faire ça qu'à faire l'expérimentation. Et l'autre point, c'est que l'IA aujourd'hui est souvent rattachée à l'initiative Data Science. C'est une bonne chose pour commencer, mais l'IA maintenant, et avec l'IAGENT, c'est l'affaire de tout le monde. Des business users peuvent avoir besoin d'outils à base d'IA, des développeurs peuvent en avoir besoin, des data engineers peuvent en avoir besoin, et les gens de la data science aussi. Donc là, on se rend compte que c'est un petit peu, peut-être trop renfermé au niveau de l'IA. Donc la vision qu'on a, et c'est une vision Google, c'est que, et je vois que le rond, c'est 2 ronds qui se croisent, hein, parce qu'on voit mal sur l'écran, mais c'est le parti pris, c'est Data Insight, c'est avoir une capacité à ouvrir la donnée de l'entreprise à tout le monde. Et l'autre point, c'est d'avoir IA pour tous, j'aime bien le slogan, de l'autonomie pour que l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise aient un outil à base d'IA qui sache parler au socle de données qui est ouvert dans l'entreprise. Donc chez nous, pour ceux qui ne le savent pas, c'est BigQuery, socle de données, Data Warehouse Cloud qui a 13 ans d'existence, et Vertex AI, la plateforme d'AI, qui a 5 ans d'existence, qui fait de l'IA prédictive depuis des années et qui incorpore les LLM depuis 1 an. J'y reviendrai dessus. Donc je vais faire un petit zoom sur ces 2 mondes et pourquoi ces 2 mondes doivent parler ensemble. Parce que à la fin, c'est notre conviction, c'est que si on a l'un qui est très bien et l'autre qui est très bien et qui ne savent pas se parler ensemble, on reviendra au problème initial. Il faut prendre les données, il faut les mettre dans l'un et les renvoyer dans l'autre. Et c'est sans fin. Voilà. Alors Data Insight, c'est un concept que je vais parler de Data Mesh aussi, assez simple. Alors là, non plus le rétro, normalement il y a des barres entre les bonhommes. Le modèle de gestion de la donnée historique, et qui est encore le cas dans la plupart des comptes, c'est on a une équipe à gauche qui connaît son métier. Maintenant, je vous ai spoilé là. Une équipe à gauche qui connaît son métier, qui connaît ses sources, qui connaît ses process. Une équipe de data engineer qui va faire les tuyaux pour prendre les données. Et une équipe d'analystes qui va faire les usages analytiques CIA. C'est comme ça depuis longtemps et c'est encore un peu comme ça. C'est dommage parce que les gens de la data engineer connaissent pas vraiment les données et doivent faire des règles de qualité potentielles et se renseigner sur les données. Et à la fin, les gens des usages finaux connaissent pas du tout les données ni le métier, mais normalement on leur demande de le faire. Donc le parti pris qu'on a chez Google avec YouTube, Maps, Ads, Waze et compagnie, c'est que la donnée doit être gérée dans chacune des lignes métiers, dans chacun des domaines de façon autonome. Donc une ligne métier doit connaître son métier, ses processus, savoir extraire sa donnée, savoir faire du pilotage de l'IA sur ses données et le réinsérer dans ses processus métiers. Et à la fin, tout est processus métier. On pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et nous, on fonctionne comme ça, on est convaincus que ça marche très bien. Ça donne de l'autonomie, ça donne une vraie maîtrise de son patrimoine et à la fin, ça sert ses besoins, ça sert son time to market. Voilà. Alors, hop. Et donc concrètement, l'organisation type, et après on va parler technologie, c'est tout simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a des fonctions transverses, mais voilà, des data engineers, des data analysts dans les équipes métiers, clients, assurance, paiement, et ainsi de suite. Néanmoins, on a des fonctions transverses d'architecture, de blueprint, de pattern, de sécurité, de modélisation, parce qu'à un moment, il faut que tout le monde se parle de façon cohérente, et d'infrastructure, parce qu'il faut un socle cloud quand même pour mettre tout ça en œuvre. Je vais assez vite, mais j'ai beaucoup de choses. Après, si on considère qu'il y a des domaines autonomes, c'est très bien. Ces domaines, ils peuvent être plus efficaces, on va dire. Et donc là, on a l'approche data product qu'on a dans BigQuery, c'est je vais faire de mes tables, de mes objets de données que je vais utiliser, en fin de compte, pour créer ma valeur produit, mes usages, des briques. Des briques parce que déjà, je vais peut-être potentiellement, en tant que domaine marketing, réutiliser les ventes et les produits. Donc, j'en fais des produits réutilisables. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à la maille de l'entreprise, ces domaines peuvent être partagés.
Et ça, on arrive à tirer le levier qui est, je veux que la donnée soit ouverte et accessible à tout le monde. Et ça, en fait, c'est la clé pour moi d'avoir un socle à l'état de l'art, c'est que cette donnée, elle soit ouverte à tout le monde, mais de façon sécurisée. Alors, un data product, je reviens dessus, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une table, ça peut être un fichier, ça peut être un dataset qui contient des tables. Il faut juste que quelqu'un soit responsable d'exposer quelque chose de stable dans le temps. Voilà. Alors, je vais vous illustrer pourquoi, chez Google, on pense qu'on le fait bien, voire même mieux que les autres. C'est avec ce petit exemple-là. J'ai un domaine vente à gauche, un domaine client, un domaine produit, avec des dataware historiques, les petits trucs en bleu. Et j'ai un petit data scientist qui veut développer un modèle de churn. Et puis j'ai un mec de l'analytics qui veut savoir le nombre de produits digitaux ou de cartes virtuelles qu'il a vendues récemment. Comment ça se passe jusqu'à présent? Et il y a plusieurs cas possibles. Solution 1, la plus conventionnelle, c'est que le data scientist, il a son outil, Dataiku, son notebook, n'importe quoi, et il prend les données et il les télécharge. La personne d'analytics, pareil, il a clic, tableau, il prend les données, il les télécharge dans son écosystème. Ça fonctionne, néanmoins, il faut qu'il demande, d'accord, il faut qu'il l'extracte. Une fois qu'il l'extracte, il faut qu'il l'installe. Et potentiellement, on a une perte de maîtrise de la donnée, on a un risque de sécurité parce qu'on ne sait pas où va la donnée, et le time to market reste quand même assez faible. Après, on a le pattern absolu des années 2014-2015, qui est la plateforme Hadoop centrale, qui a des vertus parce qu'effectivement, elle centralise l'ensemble des données et que potentiellement tout le monde peut y accéder. Mais néanmoins, elle a un problème, c'est qu'elle est centrale, elle est gérée par une seule personne, une seule équipe. Et vous l'avez, je pense, tous connu, c'est quand c'est géré par une seule équipe, on ne sert pas tout le monde dans l'ordre que l'on peut. Il y a des priorités. Et généralement, le time to market est impacté parce que le responsable de la plateforme centrale ne peut pas servir la data scientist à la même vitesse que les gens de la BI ou du domaine X ou Y. Et puis, la plateforme centrale, technologiquement, Hadoop surtout, avait un peu ce défaut, c'est que elle ne servait pas forcément technologiquement les usages de la même façon. La BI a toujours été très difficile à servir avec de la Hadoop. Et si on a une plateforme qui ne sert pas tous les usages, quel est le problème? C'est qu'on en recrée donc une autre. Et si on en recrée une autre, on ne centralise plus. Donc le pattern ne marche plus. Voilà. La vision qu'on a avec BigQuery, c'est quelque chose qui marche, qui marche très bien par ailleurs, c'est qu'on considère que chaque domaine a son petit dataware local, et il le fait vivre pour ses usages. Et si mes deux utilisateurs, Data Science Analytics, qui ont besoin de la donnée, ils peuvent y accéder. Ils peuvent y accéder sans la rapatrier. Ils peuvent faire des jointures entre les différents écosystèmes sans demander l'accord de qui que ce soit. Hop. Et attends, je vais vous laisser partir. Au revoir. Et donc, ils peuvent faire cette jointure, ils peuvent croiser les données sans aucun impact de performance, sans impacter les usages du quotidien des différents domaines. Et ça, avec un principe de sécurité, je vois ce que j'ai le droit de voir. Et ça, c'est très important parce que, en fin de compte, on n'a pas besoin de se préoccuper de où va aller la donnée. En fait, on sait que si j'ai le droit de la voir, je la verrai. Ça s'arrête là. Et donc, pour nos amis de BPCE qui sont dans la salle, il y en a au moins un, le modèle BPCE qu'on a présenté au salon Big Data à plusieurs reprises, c'est celui-ci, c'est nos amis de BPCE Paiement en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, ont commencé à faire du BigQuery. Après, en 2021, on a eu nos amis BPCE Retail Distribution, et ainsi de suite, Assurance est en train de déployer, et ESF potentiellement plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les gens du retail, les gens du paiement, délivrent leur usage. Avec BigQuery, c'est le principe de base. On ne leur demande pas de croiser la donnée. Mais, avec le temps, et ils ont fait ça aussi pour ça, ils se rendent compte qu'il y a des capacités intéressantes de croiser de la donnée. Typiquement, les paiements et la distribution, en croisant les IBAN, je pourrais peut-être faire des choses intéressantes. Et donc, ils ont construit, en fin de compte, globalement, leur data lake d'entreprise, mais sans avoir instancié un et unique lake. Et c'est ça le vrai intérêt, c'est qu'on y va très progressivement, on y va avec la modélisation qu'on veut. Les gens ici modélisent le client comme ils veulent. Là, les gens modélisent le client comme ils veulent. Très bien. Après, il y a quand même quelqu'un en centrale qui va dire, pour croiser, il faudrait peut-être avoir l'IBAN encodé de la même façon, sinon ça ne marche pas. Il y a quand même des B.A.-bas. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que voilà, c'est très progressif. Et donc,
on arrive par le partage de la donnée à avoir une capacité d'ouvrir la donnée de l'entreprise sans pour autant avoir forcé la mise en œuvre d'une plateforme centrale. Et la couche de sécurité, elle est très importante parce que voilà, je suis quelqu'un de la distribution, je veux avoir des informations sur les données de paiement, mais est-ce que j'ai le droit de tout voir? Donc on a le principe du airbag, c'est Role Based Access Control, c'est que je suis utilisateur distribution, je suis identité comme rôle distribution. Quand je vais me pointer sur les données de paiement, ben je verrai que 2 dixièmes par exemple. À la volée, on va me masquer telle colonne ou on va m'interdire telle colonne ou telle ligne. Et voilà. C'est bon le timing, non? Tu me regardes, voilà. Je vais passer. Tout ça c'est possible technologiquement. J'ai dit que je ne rentrerai pas trop dans la technique, mais sur des questions vous venez après, grâce à BigQuery qui fait du découplage du compute et du storage. C'est serverless. Serverless, ça veut dire que vous n'avez rien à gérer en termes d'infrastructure, on fait tout ça pour vous. Et quel qu'en soit l'usage, on sert la puissance de calcul nécessaire. Et jusqu'à des dizaines de pétabytes. Donc voilà. Et c'est mesh natif parce que vu qu'on découpe le compute et le storage, je peux avoir un storage qui appartient à, je reprends mes exemples, univers paiement, ça sera les computes de l'univers distribution qui seront utilisés pour aller chercher les données qui vont bien, sans impacter les usages qui sont celui du domaine qui est propriétaire de la donnée. Et au-delà de ça, on a de la gouvernance, on associe un data catalog avec de la qualité de données automatique pour faire en sorte que les data products que je vais présenter et nourrir soient de qualité. Voilà. Et le dernier point, presque le plus important, c'est qu'on sert tous les usages. De la BI au Big Data avec du Spark, du ML classique en SQL, du ML sur Notebook, de l'exposition API, des embeddings pour parler à des LLM. Parce que si on ne servait pas tous les usages, on aurait créé une autre plateforme à côté et encore une fois, le modèle ne marche pas. Alors après, je vous ai mis le logo des plus grands utilisateurs de BigQuery. Il y en a plein d'autres. Tout le retail utilise BigQuery. J'ai dit BPCE, HSBC, Auchan, Renault et ainsi de suite. Voilà. Je voulais juste rappeler qu'est-ce que le serverless. Serverless, ça peut paraître un mot sans serveur. Alors oui, il y a des serveurs derrière, il faut quand même se le redire. Mais le serverless, c'est juste une capacité à dire, vous avez une query, on vous donne la puissance, une query ou un besoin d'accéder à la donnée pour faire de l'IA, de la BI, du Spark, ce que vous voulez, on vous donne la puissance de calcul nécessaire et après on éteint. Donc vous payez quel usage? Et de fait, il y a un vrai gain économique qui fait qu'on a des biquets où on divise jusqu'à 60% le coût par rapport à un dataware classique. Voilà. Et l'intérêt dans un cas de partage de données, ce qui est le cas chez BPCE, chez Carrefour, Carrefour est top sur le partage de données, c'est que en fait, si c'est une entité A qui veut consommer les données de l'entité B, c'est elle qui paye le compute des données de l'autre. Donc, encore une fois, celle qui héberge n'est pas impactée. Voilà. Et l'autre point important, mais là c'est un petit peu technique, c'est ça sert tous les usages, que ce soit l'accès SQL, je leur dis, c'est important, l'accès SDK, on a une API Direct Storage pour accéder directement au stockage si vous voulez faire du Spark dessus, du Spark ML, on peut faire du Pandas avec les BigFrame Pandas, et on peut surtout faire des embeddings. Maintenant, on peut faire des embeddings depuis BigQuery. Donc ma plateforme, elle sert tous les usages et c'est tout l'intérêt. Après, sur la performance, je n'en ai pas parlé, mais ça paraissait évident, je voulais le redire, on a des performances de fou. J'ai un collègue qui fait des analyses sur le retail. Il a 1 pétabit, c'est 1000 milliards de tickets de caisse. Et il fait une moyenne des ventes sur une fenêtre glissante de 7 jours sur l'ensemble de son historique. C'est un produit cartésien assez bluffant. Ça met 8 secondes sur 1000 milliards de tickets. Voilà. Là, HSBC, sur le calcul des liquidités globales, ils sont passés de 10 heures à 30 minutes. Sur le risque contre la fraude, ils sont fait 10 fois plus vite. Donc, après, pourquoi je ne mets pas forcément tout le temps en avant ce point-là? Parce que le sujet de nos clients aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément la performance, c'est plutôt l'accès à la donnée. Mais néanmoins, la performance est là. Alors, si je reviens sur mes deux écosystèmes, j'ai le deuxième, c'est l'IA pour tous, et qui est très important. Alors déjà, je voulais nous relégitimer quand même un peu. Google Cloud sur l'IA, c'est quand même... Google, globalement, on est pionnier. Pionnier depuis une quinzaine d'années. On a inventé les transformers. C'est ce qui permet de trouver la tension entre les mots dans une phrase et ce qui est le T de ChatGPT pour ceux qui ne le savent pas. On a inventé BERT qui vous permet de parler à Google Assistant depuis des années, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et quand on dit de l'IA pour tout le monde, notre point de vue, c'est qu'on veut donner de l'IA, des outils d'IA pour l'ensemble des utilisateurs. Et ça commence par les business users. Je l'illustrerai après, que ce soit des RH, du digital, des core business, ainsi de suite. Les développeurs.
les gens de la data, ceux qui font les pipelines, en fin de compte, et puis ceux qui font de l'IA depuis des années, les data scientists et les practitioners. Voilà. Et concrètement, chez nous, c'est une approche d'IA dans les deux sens. Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler différemment. On fournit de l'outil avec des modèles Google ou des outils pour vous fabriquer vos modèles. Et en fait, c'est le mix entre les deux qui vous permet aussi de répondre à l'IA pour tout le monde. L'idée, c'est qu'on est convaincu que sur l'IA simple et des LLM, vous n'allez pas refaire les vôtres. Par contre, il y a certains clients qui disent la détection d'image, moi je voudrais détecter des vis de cette façon-là. Donc on va donner notre algo de détection d'image et puis vous allez entraîner avec vos images de vis de 12 de chez Renault, c'est comme ça. Et comme ça, vous aurez une version de l'algo spéciale ville de 12 qui aura appris de vos images, mais sans refaire l'algo. Et puis après, on a les outils si on veut tout faire depuis zéro. Et il ne faut pas négliger cette partie-là parce que l'IAGEN nous donne des LLM qui savent faire plein de choses, c'est vrai, ça sait faire énormément de choses. Néanmoins, typiquement, on parlait de la fraude avec un client, la détection de la fraude reste des algos prédictifs qu'il faut entraîner avec ses propres données, des données qu'il faut classifier, et on a besoin de faire du sur-mesure encore. Voilà. Peut-être que dans un an, je vous dirai autre chose, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Alors, on ne voit pas les... Donc, c'est des étages, là, normalement. La stack Google Cloud, encore une fois, je vais très vite parce que les deux univers sont importants et n'hésitez pas à venir me voir après. La stack Google Cloud, c'est quoi? Déjà, c'est de l'infrastructure. Il ne faut pas l'oublier. L'infrastructure, c'est important. C'est des GPU, des TPU. Nous, on a inventé les TPU, les Tensor Processing Unit. C'est des unités de calcul spéciales pour les AI qui sont faits pour consommer le moins possible écologiquement et avoir une capacité de calcul le plus importante. Après, on a notre jardin de modèles. Parce que vous pouvez très bien dire, voilà, j'ai des GPU, mais qu'est-ce que je mets comme modèle? Donc, on a Gemini, c'est notre LLM porte-étendard, j'y reviendrai juste après. Par contre, il y a certains clients qui disent, voilà, je ne veux pas avoir Google de haut en large, de gauche à droite, je veux d'autres modèles, parce que potentiellement, il répond à d'autres besoins où je veux le mien. Donc, on a ce qu'on appelle le jardin de modèles. C'est très important pour nous. On a plus de 130 modèles, des modèles historiques Google, détection de panneaux, détection de plein de choses. Et on a les modèles open source du marché, Llama, Claude, Mistral, que vous pouvez déployer, vous, sur les infrastructures de Google Cloud. Voilà. Et après, on a les AI platforms. Parce que si on a des modèles, c'est bien, mais généralement, il faut les tuner un petit peu. Et donc, dans les AI platforms, on a... En fait, c'est une boîte à outils pour tuner les modèles, pour les grounder, typiquement pour les resserrer sur vos données, pour faire de la distillation. La distillation, c'est quand j'ai un modèle qui fait 70 milliards de paramètres, mais que je l'ai éprouvé au bout de 6 mois, je sais les questions qu'on lui pose et je veux peut-être le mettre sur 7 milliards, comme ça consommera bien moins écologiquement, économiquement. On a aussi l'évaluation au temps réel, c'est qu'on peut appeler deux modèles, faire un ranking de la réponse et servir que la meilleure réponse des deux. Voilà. Tout ça, c'est l'outillage autour des modèles. Et on a un truc que j'adore autour de Gemini qu'on appelle le function calling. Alors, à expliquer comme ça, c'est peut-être un peu brut. C'est function calling, vous lui donnez une API, le Swagger, l'open description de l'API, et en fait, Gemini va le remplir pour vous. Donc imaginez, vous avez une API virement bancaire, et vous n'avez pas envie de faire une interface, et vous faites un text-to-speech avec Gemini, et il va vous remplir le call de l'API virement bancaire automatiquement. Et donc, ce qui fait que vous pouvez changer la façon de faire vos interfaces. Donc ça, c'est la boîte à outils. Et là, on est sur de l'AI spécialiste ou du développeur qui va appeler directement les API de Gemini. Puis après, plus on monte dans les couches, plus on a des outils un-user. On a un Church, c'est du RAG managé. Vous mettez tous vos documents dedans, PDF et ainsi de suite. Et n'importe quel collaborateur peut rechercher avec LLM à la clé. J'ai des contrats, j'ai un client qui avait des contrats ou des documents, il recherche, il a le résultat. Et on a un chatbot aussi avec ce qu'on appelle du generative fallback. C'est un chatbot qui permet d'avoir des entrées LLM, c'est-à-dire qu'on fait des dialogues naturels, il détecte l'intent, il va appeler les bonnes API et retourne le retour en langage naturel, pardon. Et quand il ne sait pas, on lui donne une FAQ qui est un corpus de documents et il fait du fallback, c'est-à-dire il trouve une réponse parmi cette FAQ. Et après, Contact Center, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est l'ensemble de la suite Vertex. Enfin, je peine un peu là. Et je vais vous expliquer aussi à la fin pourquoi c'est intéressant avec la donnée. Par contre, je voulais parler de Gemini. Gemini, qui est peut-être moins connu que GPT, il n'y a pas de débat là-dessus. Déjà, il est disponible pour tout le monde sur gemini.google.com. N'hésitez pas à l'utiliser, vous serez bluffé des résultats. Et Gemini, B2C, est la même chose que Gemini B2B, mais normalement la version B2B a des options de customisation et des versions que vous pouvez manager
suivant vos besoins. Et on a un truc qui est assez fabuleux, c'est Gemini 1.5. Il a deux choses intéressantes. Déjà, il fait du mixture of experts, c'est-à-dire qu'il va appeler différents réseaux de neurones suivant votre question. Donc, il sera plus pertinent, il va analyser la question, le prompt, il va dire, tiens, pour ce type de question, c'est tel cheminement de réseau de neurones que je vais appeler et pas l'autre. Et l'autre point qui est hyper intéressant, c'est qu'il gère 1 million de tokens. C'était le premier à faire ça, Claude 3 le fait depuis 2 semaines, je crois. 1 million de tokens, ça paraît rigolo parce que dans la démo, c'est en fait, je te mets une vidéo de 45 minutes, trouve-moi le passage où il y a la citerne. Assez bluffant, en moins de 12 secondes, il trouve le passage où il y a la citerne. OK. Je l'ai fait sur un autre cas d'usage qu'un client m'avait demandé. Il m'avait dit, tiens, je te donne les rapports financiers de BPCE qui sont publics. Le document fait 825 pages, je crois. Ça fait 900 000 tokens. Et la question était, je voudrais savoir quelle est la part de la CIB sur le chiffre d'affaires de BPCE de 2022. Et je lui dis, est-ce que tu peux me trouver ça dans le document? Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'il m'a dit, j'ai la vidéo, je vous la montrerai après, il m'a dit, oui, la CIB fait partie du pôle financier. Le pôle financier, page 460, me dit qu'il a fait 7 milliards de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires de BPCE, page 452, est de 25 milliards. Donc, je te fais la division, je te trouve. Vraiment, sur un document de 1000 pages, c'est assez bluffant. Ça tourne en 7 secondes. Voilà. À la fin, le modèle Garden, c'est plein de modèles. Celui que je vous ai présenté, celui-ci, c'est le porte-étendard. On a la version Open, qui est GEMA, pardon. Oula. Et on en a plein d'autres parce que, encore une fois, on est très ouvert. On a Claude, Mistral, Meta, on a tous les modèles de GainFace qui peuvent être déployés sur le GPU. Encore une fois, on veut que tout le monde puisse servir ses propres besoins. Hop. Après, revenons aussi à notre problème de base. Depuis qu'on fait de la data science, il y a toujours un problème, c'est que je peine à accéder à la donnée. Et on a une statistique qui vient de là, qui 36% des modèles vont jusqu'en production. Pourquoi? Parce que avoir la donnée, c'est compliqué, que ce soit de l'AI classique ou du GenAI. Parce que les silotés, il y a des outils autour des plateformes de données historiques qui ne sont pas compatibles avec les plateformes d'AI, et ainsi de suite. Et puis aussi, il y a la sécurité de la donnée. Typiquement, je veux faire un data lab, mais donc c'est pas les mêmes droits. Donc si j'exporte la donnée, je te l'anonymise, tu la verras pas entièrement, et donc on perd en valeur quand on entraîne nos algos. C'est le slide le plus ignoble que j'ai de la presse, mais je pense le plus important. C'est qu'à la fin, l'ensemble de nos modèles, la majorité de nos modèles, tournent sur BigQuery sans sortir la donnée. Donc si vous avez le paradigme qui est ma donnée, elle est ouverte à tout le monde, je peux la partager dans l'entreprise, et après je peux faire tourner tous les modèles sur BigQuery sans extraire la donnée, c'est fabuleux. Alors, c'est fabuleux, j'ai un client qui a traité 70 000 réclamations qui sont dans BigQuery, 70 000, donc il les avait sous forme d'une table. Il a fait une requête SQL avec le prompt dedans. Il a dit, peux-tu évaluer l'ensemble des requêtes, l'ensemble des réclamations qui sont dans cette table, et dans la colonne d'à côté, me mettre l'analyse de sentiment qui va bien et de quel sujet parle la réclamation. Ça a tourné en à peu près 1 heure. Vous faites 70 000 appels unitaires à n'importe quel LLM, vous ne faites pas 1 heure, peut-être beaucoup plus. Donc c'est non négligeable. Et c'est pour ça que les 2 ronds au début qu'on voit mal sur le projecteur sont importants. C'est que je pense que quand on a une plateforme de données qui est ouverte et qui sert technologiquement les accès technologiques nécessaires pour faire de l'AI, donc c'est principalement du Spark et de l'accès intensif à la donnée et des embeddings, vous avez un time to market qui est assez bluffant. Voilà. Donc c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'à la fin, on est persuadé chez Google Cloud qu'on est les seuls à répondre de haut en bas et de gauche à droite à l'ensemble des usages. De haut en bas, c'est on maîtrise l'infrastructure. Maîtriser l'infrastructure, c'est aussi maîtriser la sécurité et le chiffrement de bout en bout, le stockage, le LLM, Gemini et les autres. Je mets Gemini parce que ça reste quand même le porte-étendard. Et les usages autour de Vertex qui se diffusent dans des applications bancaires. Et on n'oublie pas, le cloud, la data, c'est pas que des bases et des algos. Il faut que ça soit des apps avec des IHM et des API. Parce que si on n'a pas d'IHM, si on n'a pas d'API, on ne fait pas grand-chose. Et après, on a de la BI avec Looker, où on est compatible avec les autres produits, Tableau, Power BI, et ainsi de suite. Voilà. Oui, puis slide depuis qui a 2 jours, je crois. Je l'ai rajouté tout à l'heure. Le Forester qui nous a mis leader dans les services d'infrastructure AI, en haut à droite. On est content, donc on le montre quand même. Voilà.
Donc là, Eric, mon banquier du futur, il est content. Il est content parce qu'il sait qu'il a de la valeur, il sait qu'il a des fondations possibles, qu'il peut déployer de façon progressive. J'insiste sur le sujet progressif parce que ça pourrait paraître Big Bang de dire tiens, je mets toute ma plateforme et je mets mes cas d'usage dessus. Non, vous faites votre plateforme sur un domaine spécifique, elle s'étendra demain à un autre domaine et ainsi de suite. Voilà. Et les cas d'usage se feront par domaine. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, ça peut faire peur. Par contre, Eric, il est rappelé par le RSSI tout d'un coup, parce qu'il lui dit c'est bien ton truc, mais c'est du cloud. Je suis moyen chaud dans la banque. Bon, je vous la fais pas, mais vous connaissez l'histoire. Donc là, on a un truc, ça s'appelle Sens. C'est une JV avec Thales et Google Cloud. Sens, 95% Thales, 5% Google Cloud. C'est quoi? C'est toute la technologie Google Cloud. C'est localisé et sécurisé en France par Thales. Par Sens, hein, voilà, qui vise la certification SecNum 3.2. Et l'engagement, c'est les mêmes performances, c'est la même technologie, le hardware aussi, le même catalogue de services, avec un petit délai quand même de mise à disposition. Si on est totalement honnête, il y a certains services qui sont globaux, qui ne seront pas disponibles, parce que de fait, vu qu'on veut restreindre une zone physique, pas possible, et les mises à jour synchrones. Voilà. C'est très important parce que c'est ce qui donne de la confiance aussi et ce qui permet de lancer des projets. Voilà. Et donc concrètement, c'est une utilisation physique, c'est un hébergement de données en France et c'est une utilisation logique. Logique, ça veut dire que l'ensemble des clés de chiffrement sont gérées par Thales à distance. S'ils retirent le boîtier, les données sont plus déchiffrables. Le support est fait en France et les contrats sont de droit français. Bref, c'est du full France. Voilà. Et après, nous, là, on est venu présenter ça. Alors, j'ai fait un très rapide overview. Ça peut paraître peut-être un peu touffu. Il faudrait rentrer dans chacune des briques, dans le détail. On est là pour ça. N'hésitez pas à nous appeler. Il y a deux axes. Soit vous voulez des renseignements sur les plateformes techniques, faire un big case avec nous, migrer, parce que de toute façon, vous allez forcément migrer. Vous partez pas de rien. Tout est migration. Donc, comment on fait cette migration? Quel est le ROI que vous allez chercher? Comment on le fait avec OnePoint, des partenaires pour déployer ça? Et après, il y a comment on fait des use cases ensemble. C'est la partie haute de la fusée. On a un programme pour faire des use cases. On est persuadé qu'en 30 jours, on peut vous démontrer la valeur d'un use case. Donc, n'hésitez pas. Un programme qu'on fait avec nos partenaires, nos services professionnels. Voilà. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec AG2R la mondiale. En 4 semaines, grand maximum, on a réussi à déployer quelque chose et avoir de la valeur. Voilà. Et Guillaume, je voulais juste, voilà, le mot de la fin, si je veux parler de nos clients Sens. Voilà. Bonjour, merci Clément et merci à OnePoint pour cette invitation. Donc rapidement, le mot de la fin, je ne sais pas. En tout cas, quelques références dont on peut parler. Alors, il y a quelques clients qui sont dans la salle et qui sont clients Sens/GCP. Donc un qui a été cité parce qu'on a le droit de le faire, c'est AG2R La Mondiale notamment. Un autre, Matmut aussi, puisqu'il était dans ses locaux pour pitcher cette valeur commune. Et puis, on a évidemment parlé de BPCE largement. Mais donc, n'hésitez pas à revenir vers Clément et vers moi. Donc, je suis directeur des services bancaires assurantiels pour Google Cloud. Je suis à votre disposition pour partager d'autres références qui sont, elles, pas publiques ou sur lesquelles nous pourrions discuter si vous voulez. En tout cas, un grand merci pour votre attention et on est à votre disposition. À très bientôt. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide, même s'il est tard et qu'on a vu qu'il y a des choses qui se tramaient ici, on peut peut-être avoir encore des questions. Et comme je le dis assez régulièrement, donc, grosso modo, on n'a pas grand-chose à cacher parce qu'en général, vous êtes au courant avant nous. On a cette culture de la donnée un peu libre chez nous qui fait que souvent nos informations internes se retrouvent sur le web avant même que nous les ayons. Donc, on va pas cacher grand-chose. Donc, allez-y. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez demandé la question polémique, mais donc on va aller directement sur la dernière slide. Et dans ce cas-là, Sens. Vous pensez vraiment l'avoir, le SecNum Cloud? Ah, vous l'avez demandé. Je ne crois pas que le client soit dans la salle.
Donc je vais faire quand même aussi attention à ce que je dis. Le mutualiste de beaucoup de gens du domaine, on va dire, public, et donc le mutualiste numéro 1 des profs et comment je vais dire ça, de la sphère publique, voilà, nous a demandé expressément d'avancer beaucoup d'informations. Donc d'ici quelques semaines, vous aurez officiellement, puisque l'ANSSI est public, et vous aurez sur le site public le fait que nous ayons demandé officiellement la certification. Oui, alors, obtenu, vous demanderez à l'ANSSI. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont souverains, c'est le cas de le dire. Donc oui, alors, les investissements se comptent en centaines de millions d'euros chez nous sur ce sujet. Donc si une société qui n'est pas trop loi 1901, Google, Thales non plus, donc se lance dans ce genre de programme avec tout le buzz que l'on a pu faire, et donc les clients qui nous ont fait confiance, dont quelques-uns sont dans la salle, je pense que le risque industriel serait trop fort. Et donc, on ira au bout presque quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. C'est une volonté de notre président qui est revenu il n'y a pas encore très très longtemps en France lui-même pour expliquer ce qu'on était en train de faire, rencontrer les instances politiques. Gros investissement en France. Donc, on a de l'avance là-dessus. On continue d'en avoir par rapport à nos copains qui ne sont pas non plus français. Donc, c'est un no-brainer pour nous. Très clairement, c'est droit dans les yeux, je peux vous le dire. C'est oui, on l'aura, ou en tout cas, si l'ANSSI veut bien nous la délivrer, voilà, on fera tout pour y être, ça c'est sûr. Et comme ça a été prévu, fin d'année 2024, donc je répète parce que ça aussi c'est public, on fait un événement la semaine prochaine d'ailleurs avec Sens, fin 2024 où nous aurons les premiers, concrètement, Thales fera sortir de terre et ouvrira ses plateformes pour une certification officielle, puisqu'il nous faut 6 mois et des clients pour prouver que nous n'ayons pas de backdoor et autres. Donc on est à horizon H1 2025 pour les premiers services ouverts, complètement autonomes et complètement en dehors du monde GCP dit public. Voilà. Mais c'est les contrôles locaux et nos premiers clients ont signé les premiers accords. On était en donc fin d'année 2022 et premier client réellement en production courant Q2 2023. Okay, sur les contrôles locaux, avec un contrat français de droit français. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être Ouais. Bonjour. Donc vous êtes responsable de tout ce qui est domaine bancaire. Je voudrais savoir si vous avez des cas d'usage dans le trading, la partie bourse, etc. Et du coup, en rapport avec la vitesse d'exécution de tous vos modèles à l'échelle de tout ce qui est trading, haute fréquence, etc. Il rebondit. Moi, je vais être honnête, personnellement, je n'ai pas fait d'expérimentation de LLM ou de GenAI sur la CIB. Après, on travaille pas mal sur les grilles de calcul dans différents comptes de CIB. Moi, pour ma part, ça s'arrête là. Enfin, je ne veux pas vous inventer des réponses. Après, Guillaume, tu as plus de visibilité. Ah oui, alors, ok. Donc là, oui, on est très à l'aise. Donc, le plus gros client chez nous européens, c'est HSBC. Ok, c'est de très loin donc ce client. On a des grilles de calcul avec Deutsche Börse, la bourse allemande, Deutsche Börse, Deutsche Bank, ok, Commerzbank, beaucoup en Allemagne. Ils sont un peu plus avancés sur le cloud que les Français, ça c'est sûr. BBVA et Intesa San Paolo. Okay. En France, on travaille et on peut aujourd'hui les citer. On travaille aujourd'hui, donc en effet, on parlait beaucoup de BPCE sur une petite partie sur Natixis. Okay. Et puis on a des grosses prospections, on va dire ça, avec les autres CIB. Non, pas BNP. Pour plein de raisons, qui est resté encore très cloud privé pour l'instant, mais on a de grosses avancées avec d'autres. Comme ils n'ont pas signé, j'en parlerai pas, mais on travaille avec évidemment les traders, enfin en tout cas les murs de calcul, c'est bien la question. Il y a une petite soirée d'ailleurs avec Aneo, qui est un des spécialistes sur le domaine en ce moment, et ça fait partie des grands sujets qu'on annonce ce soir en version intime, on va dire ça comme ça.
Mais oui, ce sont nos clients aussi. Merci. Bon, on arrive au bout de cette journée ici, mais pas en bas. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est d'applaudir Google Cloud. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super.